Stéphane Van Peuvelde, alors vous êtes un habitué de la foire du livre belge, et je vous en remercie. Vous êtes l'éditeur, je l'ai dit, des éditions Novellas. Vous aimez écrire, et vous avez sorti un petit livre. C'est l'avantage des petits livres, c'est qu'ils sont faciles à mettre dans la poche. On peut les sortir quand on veut, et où on veut, et lire un peu. Alors, cette fois, c'est un texte en prose, et souvent d'ailleurs, hein, ce sont des textes en prose. C'est un essai. Oui, c'est un petit essai, mais qui s'appelle Projet Ella. Pourquoi Ella? Parce que E-L-A, enfin libre d'aimer. C'est très joli. Et au fond, vous êtes un homme de résilience. C'est comme Guibert del Marmol qui incite à réfléchir et à voir les choses et les gens différemment. Vous aussi. Et vous voulez ouvrir une porte. Tout à fait. Mais en fait, c'est une porte que j'ai ouverte il y a déjà 2-3 ans. Parce que ce que vous avez en main, c'est la clé de lecture, finalement. Et j'ai commencé par un premier livre qui s'appelle Entre cœur et esprit, qui est une analyse, finalement, du monde dans lequel on vit, les besoins, les envies, les lois. Donc c'est d'un point de vue général. Ensuite, on s'est un peu plus centré sur l'individu. Donc ça s'appelle Enfin libre. Mais le titre complet, c'est « Je suis enfin libre de vivre ou de mourir ». Donc c'est une réflexion sur la vie, sur la mort, la façon dont on va vivre sa vie. Et bien sûr, de choisir pourquoi on va vivre. Mais ce livre, comme je l'explique dans l'introduction du projet là, ne donne pas vraiment de clés. On explique comment est le monde, on explique comment sont les personnes, mais on n'explique pas comment faire pour les rencontrer, les aborder. Et en fait, c'est ceci. C'est le projet là, qui reprend d'ailleurs pas mal de passages des 2 livres précédents, offre cette clé, justement. C'est soit d'un point de vue purement analytique, c'est ce qu'on appelle en anglais le decision tree, donc l'arbre de décision. Dans les images que l'on trouve en général, il n'y a que 2 choix. Or, dans la vie, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et c'est une de mes caractéristiques depuis des années, c'est que la plupart de mes amis ou des gens qui viennent me trouver me disent ben, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, de façon tout à fait neutre et avec du recul, je leur dis ben voilà, tu as cette solution-là, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Si tu fais ça, ben, tu as ça comme option. Et en fait, ceci permet d'avoir non pas si c'est un instantané en fait, une image de ce qu'est la personne au moment où on pose la question. C'est un peu comme au tarot où on tourne des cartes, on a une image de ce qu'est la vie et éventuellement l'avenir. Donc ça va vous permettre de mieux vous connaître vous, mais aussi et surtout de connaître la personne que vous allez rencontrer. Vous allez vous poser des questions, vous allez lui poser des questions. Oui, alors vous dites l'objectif est relationnel, professionnel et l'apprentissage. Voilà. Vous dites, bon, je pense qu'il y a moyen d'obtenir un résultat avec une démarche rationnelle, mais je suis un grand naïf et idéaliste. C'est vrai que vous êtes un idéaliste. Je ne sais pas si vous êtes un grand naïf. Je pense qu'il y a les faux timides et il y a les faux naïfs. Je pense que les deux sont liés. La naïveté, ça reste quand même enfin, c'est pas la nigauderie, on n'est pas nigaud. Être naïf, c'est laisser quand même une petite part d'insouciance et de rêve, finalement, tout en étant réaliste. En tant qu'écrivain et poète, je suis un grand romantique, un grand idéaliste. Mais en tant qu'éditeur, je dois descendre sur Terre, ramener tout le monde au niveau du sol, et voilà. Donc la naïveté est toute relative. Vous avez eu des difficultés à écrire ce livre ou c'est sorti comme ça? De nouveau, comme c'est la continuité d'un projet, je vais dire 48 heures, même pas, mais non-stop. C'est vraiment une rencontre, finalement, qui a déclenché tout le phénomène, en se disant, mais oui, bon sang, j'ai pris la peine d'écrire tout ça, d'analyser, de réfléchir. Je me retrouve, entre guillemets, piégé par rapport à mes espoirs, mes attentes, et j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais dire aujourd'hui. Il y avait une idée qui m'était bien venue à l'esprit, c'était à propos justement de l'attente et des déceptions, c'est que la plupart des gens refusent d'avoir des attentes de peur d'être déçus. Et moi je vais dire aux gens, mais si, ayez des attentes,
soyez, préparez à être déçus, mais surtout, comme était français, continuez. Vous donnez 6 petits conseils, comme ça, très courts, à un endroit, hein, parce que vous en donnez un peu partout. C'est quelle Mais page? vous dites, page 21. Merci. 21. Je dis, oui. Ah oui. Je l'ai dit. Donc, ça c'est repris justement du enfin libre. C'est penser aux conséquences de ses actes avant d'agir. Ne jamais laisser quelqu'un seul, accepter ses différences. Rester soi-même et valoriser le respect des autres et de son environnement. Penser positivement et accepter la réalité. Créer son propre code de valeurs et s'y tenir, même s'il n'en comprend qu'une ou deux. La gentillesse et la générosité, l'intégrité et l'honneur sont les seuls biens que l'on peut acheter. En fait, ces 6 codes, ces lignes sont le résumé d'un code plus complet qui en compte 12, mais qui sont beaucoup plus détaillés. Mais voilà, ça a l'air simple comme ça, mais simplement dire par exemple ne jamais laisser quelqu'un seul, c'est énorme. Et souvent les gens n'osent pas aborder les autres d'ailleurs, parce qu'ils ont leur propre timidité et leur propre barrière, alors que l'autre attend peut-être ce contact et qu'eux-mêmes peuvent s'enrichir avec un contact, même si les gens sont différents. C'est parce qu'avec le temps et l'âge surtout, les gens ont perdu cette spontanéité. Quand on jouait en tant qu'enfant, c'est rare qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment isolé, sauf cas exceptionnel, mais les enfants vont tout de suite les uns vers les autres. Vous mettez 2, 3, 4 enfants, ils ne se connaissent absolument pas, après 5 minutes ils jouent ensemble. Les adultes ont perdu cette spontanéité finalement. Et moi personnellement, je jouais encore au mini-foot ou au foot, et quand il y avait des gens qui passaient à côté, qui nous regardaient jouer, allez, venez, mettez-vous un chacun dans chaque équipe. Et voilà. Une autre de mes grandes activités et passions, ce sont les jeux de cartes. Le jeu de cartes est, entre guillemets, mon meilleur ami. J'ai toujours un jeu de cartes avec moi, où que ce soit depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Je voyage beaucoup, je prenais à l'époque le train tous les jours, et tous les jours, je proposais éventuellement à une autre personne de faire une partie de cartes, parce que le trajet durait 1 heure, et voilà, pendant 1 heure, on pouvait. Et j'en viens avec la... C'est un bon truc, ça. L'interview précédente. Dans les trains, dans les trams, dans les... C'est un brise-glace, c'est l'occasion de rencontrer. Et je reviens avec justement l'interview précédente où vous parliez des smartphones et autres joyeusetés de nouveaux modes de communication. Là, je me tourne vers une demoiselle. C'est que quand ce matin j'ai pris le tram, j'ai regardé autour de moi, on était quoi, une trentaine dans notre wagon, il y avait 8 personnes qui étaient en train de pianoter sur leur téléphone. Alors qu'il y a un certain temps, ils auraient eu un livre. Et encore un autre temps, on parlait encore dans le tram. Et ça vous fait penser à l'expérience d'une amie qui ne prenait jamais le tram, elle était toujours en voiture. Sa voiture est en panne et un jour elle prend le tram. Et elle voit tout le monde, chacun dans son monde, mais la personne ne se parlait. Et elle se dit, mais comme ils ont l'air tristes et sérieux, alors elle regardait chaque personne en lui faisant un grand sourire. Et les gens étaient absolument terrorisés, sidérés de voir, et se sont, elle m'a dit, ils m'ont pris pour une folle. Et pourtant, c'est pas agressif. C'est pas agressif. Alors, j'aime votre phrase quand vous dites accepter la réalité et penser positivement. Beaucoup de personnes ne voient que le côté négatif des situations à laquelle ils sont. Ah, c'est pas tout à fait comme j'aurais voulu, c'est pas assez bien, il y a trop de bruit, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de là. Au lieu de dire, mais je suis là, il y a tout le reste qui va bien, ça fonctionne, comment faire mieux la prochaine fois, et accepter cette réalité. Ça ne sert à rien de vouloir que la réalité soit autrement que ce qu'elle est au moment même, mais il faut simplement la regarder, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Autant regarder que ce soit à moitié plein, n'est-ce pas? Exactement, et je vais conclure. En fait, il y a à un moment donné, j'explique un peu tous les projets que j'ai pu mettre en place et des choses que j'essaie de faire quotidiennement. Et la dernière chose, et je pense que tout le monde devrait suivre ce conseil, c'est sourire, tout simplement. Ah ben voilà. Même dans le train. Et le sourire entraîne le rire et collectif, mais le sourire aussi. Si vous souriez à quelqu'un, cette personne va vous regarder. Et j'ai vu une autre expérience télévisée où quelqu'un était dans le train et avait décidé de déclencher un fou rire.
Il a commencé à avoir un fou rire avec un pouce. Il a commencé à avoir un fou rire. Et puis, personne ne savait pourquoi, mais petit à petit, les gens se sont mis les uns après les autres à se détendre et à dire, mais c'est pas quel fou rire, mais c'est marrant, ils ont un fou rire. Et on voyait, parce que tout était filmé, et à la fin, tout le monde, le tram était un énorme fou rire, tout le monde avait un fou rire. Enfin voilà. Bon, alors, Sylvana Michela.